Écoutez la radio La Voix de la Maraoué est plus qu'un sacerdoce, mesdames et messieurs. La radio La Voix de la Maraoué met en modulation de fréquence sur la bande des 92.3 FM. Et ce matin, nous avons décidé de consacrer 45 minutes, bien sûr, à cette denrée très précieuse appelée l'or. Raison pour laquelle nous baptisons sur l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, les enjeux, les défis et les opportunités. Surtout, pousser les artisans miniers à adopter les bonnes pratiques pour pouvoir jouir pleinement de leurs activités. Nous émettons depuis Boisflé. Nos invités sont dans ce studio. Nous prenons langue tout de suite avec la première autorité installée. Monsieur dans le micro, bonjour. Oui, bonjour Aziz. Vous allez vous présenter à nos auditeurs. D'accord, ok. Je suis Souleymane Sanogo, le directeur régional des mines et de la géologie de la région de la Maraoué. Alors, comment se porte le secteur minier dans votre circonscription? Oui, on peut dire que le secteur minier se porte très bien. Voilà, pour donner juste une image, on a la première mine souterraine d'or de Côte d'Ivoire. Donc, la Maraoué occupe une place de choix dans le secteur minier en Côte d'Ivoire en général. Dans la Maraoué, effectivement, on a tous les régimes d'exploitation. On pense que ça se passe bien. Mais ça va mieux se porter avec encore la contribution de tout le monde. Avec la contribution de tout le monde, surtout qu'il est de plus en plus question de la formalisation dans le secteur de l'exploitation. On va en parler énormément ce matin. Mettez-vous à l'aise. Monsieur, bonjour. Bonjour. Approchez le micro dans l'axe de la bouche. Comment est-ce qu'on peut vous appeler? Je me nomme Douin Richard. Monsieur Douin Richard. Je suis opérateur minier. Comment? Opérateur minier à Pakwabo. À Pakwabo. Pakwabo, à quelques 20 km de Boisflé, où il y a beaucoup d'artisans miniers. Ça se passe bien là-bas. Oui, ça va. Merci à monsieur le sous-préfet qui a un travail formidable au niveau de Pakwabo à travers les activités de sensibilisation. On prend le temps de faire le relais sur les ondes de la radio. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Aziz. Je suis Chérif Mambo Ako, assistant projet en charge de la formalisation pour le compte de l'organisation CAS, appelé Centre africain pour la santé environnementale. Oh, merci pour votre élocution. Concrètement, en quoi consiste votre mission d'assistant chargé de la formation auprès des coopératives? Elle est toute simple. Accompagner, suivre les coopératives minières, leur permettre de passer d'un point A à un point B, c'est-à-dire le secteur informel au secteur formel. Concrètement, de façon simple, c'est ce que nous pouvons dire. C'est ce que vous pouvez dire. Monsieur Sanogo Souleymane, avec vous, je voudrais qu'on parle un peu de la formalisation dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle en Côte d'Ivoire du point de vue de l'administration. Comment est-ce que vous définissez cette formalisation? Bien, déjà, c'est une bonne question. Il faut dire que la formalisation, elle est prévue par le code minier et ses tests d'application, notamment les décrets d'application et l'arrêté 139 qui vient formaliser l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Alors donc, la formalisation, c'est de pouvoir faire l'activité d'extraction de l'or dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art. Je note ça. Dans les règles de l'art. Et donc, il faut savoir que, en ce qui concerne l'or, la recherche, l'exploitation, la commercialisation et même la détention de l'or brut est réglementée en Côte d'Ivoire. Alors donc, pour pouvoir chercher, pour pouvoir extraire, pour pouvoir même vendre, il faut avoir l'autorisation qui va avec. Voilà, donc voilà, il faut mener ces activités-là dans ce cadre-là. On pourrait dire que ça constitue un axe prioritaire de la politique minière ivoirienne. Exactement, parce que il faut dire que les mines, c'est le sous-sol. Et le sous-sol, ça appartient à l'État, ça appartient à tous les Ivoiriens. Alors le seul gramme d'or qui sort de la terre, il faut que l'État puisse quand même tirer des bénéfices pour que la population entière puisse en bénéficier. Alors, quel rôle joue votre direction concrètement dans l'accompagnement et le suivi des coopératives? Bien, la direction est, on va dire, elle est en amont parce que elle fait l'instruction. La direction a une bonne partie dans l'instruction des dossiers de demande d'autorisation. C'est-à-dire? Voilà, donc, lorsque M. Aziz ou bien lorsque la coopérative Kaoka demande une autorisation à M. le ministre, la partie direction régionale fait plus de 60% du travail. C'est nous qui allons aller regarder le terrain. Abidjan, c'est vrai, ils ont le dossier, mais c'est nous qui sommes là pour aller voir est-ce que le terrain, là, il respecte les normes. Puisqu'il y a beaucoup de normes. Par exemple, pour faire SEM, on ne travaille pas dans l'eau, par exemple. Voilà, on ne travaille pas dans la forêt classée, par exemple. Donc, c'est tout ça, nous, on va regarder techniquement pour voir est-ce que le projet, il est bon, est-ce qu'il est viable. C'était pas dans notre questionnaire, mais vous dites qu'on ne travaille pas dans l'eau. Pour preuve, quand nous on s'en va à Yamoussoukro sur le pont de Bouzy, l'eau a changé de couleur. C'est une couleur kaki comme si on partait au lycée.
c'est pas l'exploitation minière artisanale à petite échelle, c'est l'orpaillage légal. Et c'est contre ça que nous luttons. Ah, d'accord. Merci. Cette émission est donc la bienvenue. Ça permet d'éclairer la lanterne des uns et des autres afin de faire la part des choses. Donc, on doit mener ce combat contre l'orpaillage illégal. Exactement. Monsieur Douin Richard, responsable de la coopérative Kaoka, comment se déroulait votre activité lorsque vous exercez de manière informelle? Je peux vous dire que moi, je n'ai pas commencé par manière informelle, parce que j'ai commencé à faire mes demandes d'exploitation avant de venir ici à Boisflé. Mais vous avez vu des gens quand même qui déjà, ouais, sur ce terrain, j'ai croisé aussi d'autres artisans qui avaient des problèmes aussi pour faire ce que je faisais. Ils ne comprenaient pas, qu'ils me disaient aussi au départ que ça n'allait pas aboutir parce que c'est pas facile pour avoir des autorisations. Mais aujourd'hui, ils m'ont pris comme l'exemple. D'accord. Parce que, bon, j'ai vu que beaucoup ont eu des problèmes avec l'administration minière, la brigade minière et tout ça. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes 3, voire 4 même à avoir l'autorisation dans la zone de Kwakwabo. Wow. Je pense que ça a félicité et amené aussi les autres à se joindre à nous en faisant la même chose comme nous. Comme vous voulez dire que c'est pas aussi difficile comme ils le pensent. Alors, comment est-ce que vous avez vécu le processus d'accompagnement pour la création de votre coopérative? Ah, ça s'est bien passé aujourd'hui avec toutes ces méthodes que Planète God a enseignées. On se méfie beaucoup. On devient quand même l'exemple dans la zone et c'est à encourager. Vous respectez les consignes et les consignes on ne travaille pas avec les produits toxiques, dangereux pour la nature. Et bon, etc., etc. Alors, depuis votre formalisation, dites-moi, ça c'est de vous à moi, qu'est-ce qui a changé concrètement dans votre travail au quotidien? Oh, d'abord, beaucoup de choses, comme le disait de suite, là, on ne travaille pas dans l'eau, et ça a été respecté, les 100 mètres, voire souvent même on va au-delà de ça, jusqu'à 500 mètres. Ah, il y a des règles qui sont établies. Il y a des règles avec l'administration minière, avec aussi nos amis des eaux et forêts, tout ça. Donc, on est quand même entretenu encadré par tous ces organes-là. Et aujourd'hui, ça va. D'accord. Ne vous gênez pas, vous pouvez renchérir à tout moment sur les réponses des uns et des autres. Monsieur Chérif Mambo, je voulais m'adresser à vous. Quels sont les principaux obstacles que rencontrent les artisans lorsqu'ils souhaitent passer de l'informel à une coopérative vraiment légalement reconnue? Merci pour cette belle question. Je vous en prie. Avant tout propos, j'aimerais revenir sur un fait important dont le DER des mines a fait mention tout à l'heure. Pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous écoutent, il est judicieux, je pense, de préciser la notion de formaliser. Parce que tout part de là et c'est intéressant, c'est important pour ces personnes-là de savoir de quoi on parle. Déjà, pour faire simple, formaliser, c'est organiser, c'est structurer, c'est se rendre conforme, comme il a conformer d'ailleurs, se conformer aux règles en vigueur dans son activité. Parce qu'en tout état de cause, dans toute activité, il y a des règles qui sont régies. Il y a un adage qui corrobore très bien cela, ubi societas, ubi jus, qui dit que où il y a la société, il y a des règles, il y a des lois. Donc, en toute activité, en tout domaine, il faut respecter ces normes, ces lois qui sont établies. Super. Pour revenir à votre question, Monsieur Aziz, comme difficulté liée à la formalisation des coopératives, on a d'abord le manque souvent d'informations. Parce que dans nos contrées, dans nos localités, c'est difficile souvent d'approcher l'administration. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette démarche de simplifier, de faciliter cette approche entre les artisans miniers et l'administration. Il y a également aussi la question des moyens. Souvent, on n'en parle pas parce que on se dit les opérateurs miniers, ils ont les moyens qu'il faut pour entamer cette démarche. Par contre, il faut le dire aussi, ils ne sont pas tous à cette étape parce que comme l'opérateur vient de le dire, avant de débuter l'activité minière, il faut se conformer, il faut respecter ce qui est en vigueur. Donc, avant d'entamer une activité, il faut, bien entendu, créer une société coopérative. Donc, les moyens souvent font défaut. Le moyen Voici défaut, l'information. L'information devrait venir de qui? L'information de part et d'autre. Parce qu'aujourd'hui, l'État est dans cette conception de rapprocher l'administration près des populations. Par contre aussi,
En réveil, les populations doivent aller également auprès de l'État pour s'acquérir de ces informations. Donc, nous disons que c'est de part et d'autre, l'information doit venir. Alors, vous avez participé à la conception du guide d'aide à la formation. Quel était l'objectif initial? Le guide d'aide à la formalisation a pour objectif de simplifier, de rendre plus fluides les procédures administratives auprès de nos institutions, d'accompagner les artisans miniers vers ce qu'on a appelé tout à l'heure la formalisation de leur secteur. Parce qu'encore, il faut le dire, dans le cadre du projet Planet Goals, la formalisation ne s'arrête pas uniquement qu'aux tests des lois en vigueur. Ça va également aux normes, ça s'étend aux normes internationales. Donc, quand on parle de formalisation, on met l'accent sur l'activité de l'artisan minier, mais également l'artisan minier lui-même qui doit se conformer vis-à-vis de la loi. Je le dis parce que quand on prend le guide d'aide à la formalisation, tout le monde n'est pas habilité à solliciter une autorisation d'exploitation minière en Côte d'Ivoire. Donc, celui qui décide d'embrasser cette activité noble, d'ailleurs, il faut le dire, doit se conformer lui-même, doit s'assurer qu'il respecte d'abord les règles qui sont en vigueur et ensuite établir ou bien, je dirais, se conformer en fonction de son domaine aux règles également qui sont établies. Monsieur Chérif Mambo, très bien dit. Je me tourne maintenant vers monsieur le directeur régional des mines et de la géologie de Pointe-Flé. En quoi la formalisation permet-elle à l'État de mieux organiser, encadrer et sécuriser l'activité minière artisanale sur le territoire? Bien, merci pour la question. Je pense que toute la réussite de toute stratégie, ça part d'une base de données fiable. D'accord. Voilà, si on n'a pas de base de données fiable, si on ne sait pas à qui on s'adresse, si on ne sait pas le nombre l'effectif de la cible, on ne peut vraiment pas avoir des résultats vraiment assez concrets. Donc la formalisation, déjà, ça permet à l'État d'avoir une base de données. Aujourd'hui, quand nous parlons, on sait on a combien d'autorisés, on sait on a combien d'autorisés qui font l'artisanat minier, on sait on a combien qui font le semi-industriel. Comme ça, quand l'État veut prendre, il sait comment dimensionner le projet. Lorsqu'il n'y a pas de formalisation, bon, c'est clair qu'on n'a pas cette base de données, on ne peut pas vraiment agir efficacement. Alors donc la formalisation, comme je disais tantôt, ça nous permet de connaître quand même la cible. Ça nous permet de voir un peu la répartition aussi de la cible sur le plan géographique. Alors donc on ne va pas déployer vraiment beaucoup d'efforts pour aller là où les gens ne sont pas intéressés par l'exploitation minière. Donc la formalisation permet d'avoir cette base de données et de savoir comment on oriente les politiques pour pouvoir atteindre des résultats vraiment assez pertinents. Alors dites-moi, avant de passer à une autre personne, quel impact économique concret observez-vous dans les localités où les sites miniers sont formalisés? Très bien, ça aussi c'est une très bonne question. Moi je suis enseignant, j'aime beaucoup parler avec les images. Il a parlé de Pakwabo, et quand on va à Pangmankwamekro, tout de suite on peut voir l'école primaire qui a été au fait par un opérateur minier, artisanal, il n'est même pas encore semi-industriel. Je crois que M. Douin qui est assis ici aussi en train de réhabiliter le logement de la sage-femme. Ah bon? Ça, c'est des cas concrets. Vous allez voir ça et là, des réhabilitations d'écoles, vous allez voir des dons en kits scolaires. Et ça, on ne parle même pas encore de l'impact économique parce que là où il y a la formalisation, il y a toujours un protocole d'accord qui encadre la répartition des richesses. Donc, les communautés ne sont pas lésées. Celui qui donne sa terre, le propriétaire terrien, n'est pas lésé. Celui dont la culture a été impactée ou bien détruite, il est indemnisé, toujours dans les règles de l'art. Parce qu'on va voir le DM Mine, mais en réalité, c'est tout un tas d'administrations qui intervient dans ce contexte-là. Vous avez coupé le pied de maïs de quelqu'un, c'est le DG Agriculture qui va venir avec la loi en vigueur pour dire combien vous devez lui donner son argent. Voilà, donc en termes économiques, effectivement, les localités dans lesquelles on a l'exploitation minière formelle là, vous allez voir qu'effectivement, on sent que le tissu économique et social quand même, on sent le développement. Alors que quand c'est l'autre côté, ce contre quoi nous luttons, c'est vraiment l'anarchie totale. C'est un deal entre l'exploitant et le propriétaire terrien, à la rigueur peut-être le chef de village et toute la communauté, voilà, elle ne voit rien dans ce business. Voilà. À côté de ça aussi, il y a les taxes que les opérateurs versent aussi à l'État de Côte d'Ivoire. Pour dire que vous avez exploité une ressource qui est très précieuse, il faut aussi payer les taxes pour permettre à l'État aussi de pouvoir faire amorcer le développement. Donc, ce que les autres ne font pas. Donc, c'est des régimes très différents. Monsieur Douin Richard, aujourd'hui, en tant que membre d'une coopérative reconnue, vous sentez-vous plus stable et plus sécurisé dans votre activité? Oui. Pourquoi? Je dis, bon, avec
avec les autorisations que nous avons, avec la coopérative, tout ça. Bon, nous avons fait beaucoup de formations. Donc aujourd'hui, le travail se passe bien, sans emmerdement par rapport à ceux qui ne sont pas autorisés. Donc, côté... Ça, c'est côté activité. Et la sécurité aussi, avec les forces de l'ordre, bon, ça va, il n'y a pas assez de banditisme comme ça s'est passé avant ou dans les autres zones. Donc, du coup, bon, ça va pour le moment. Alors, monsieur Douin, je suis toujours avec vous. Il y a des artisans qui hésitent encore à quitter l'informel. Vous, quel message vous voulez passer? Aujourd'hui, c'est d'encourager à venir nos régions. Pour ceux qui écoutent aujourd'hui la radio, la direction des mines en face, les ACIE, Bopley, peuvent aller là-bas prendre des informations, voir comment il faut quand même faire pour avoir des autorisations. Des autorisations. Les agents sont là-bas. Et une fois que vous êtes légalement constitué, le travail se passe sans problème. Quels sont vos rapports avec la direction régionale des mines? Est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce que vous pouvez les rencontrer facilement ou bien on vous fait sur un calvaire avant de pouvoir les rencontrer? Non. Ah, là-bas, c'est ma maison, c'est notre maison. D'accord. Et ouais, c'est notre maison. Ils sont accessibles. Ils sont vraiment accessibles. D'accord. Ils nous écoutent beaucoup. Et encore, ils nous assistent beaucoup. C'est bien dit. C'est bien dit. Souvent, on est souvent ignorants sur certains faits, mais l'administration, quand même, nous aide à régler ces genre de problèmes. Puis bon, c'est une fierté quand même, ça nous arrange, ça montre que vraiment quand tu es autorisé, tu es à l'aise avec l'administration. Le pragmatisme de DS Sanogo Suleiman ne souffre d'aucune contestation parce que c'est un monsieur qui est très sérieux dans son travail. Monsieur Chérif Mambo, je voulais vraiment, avec vous on a parlé du guide. Alors, à qui concrètement s'adresse ce guide? Aux artisans, aux leaders communautaires, aux administrations, ou à qui, s'il vous plaît? J'aimerais de savoir. Le guide d'aide à la formalisation qui a été élaboré dans le cadre du projet Planet Gold s'adresse aux artisans miniers, aux coopératives. Il peut également s'adresser aux leaders communautaires, aux autorités, à toute personne utile ou désireuse embrasser l'activité minière. Ça veut dire que nous-mêmes dans la communication, on peut s'intéresser à ce guide pour mieux comprendre tout à fait. Tout à fait. C'est cela. Alors, quelles sont les grandes étapes de formalisation expliquées dans le guide donc? Dans ce guide, deux grandes étapes ont été expliquées. D'abord, la première étape est la formalisation par la conformité légale, comme on le disait tantôt. Avant d'entamer une activité, il faut s'y référer aux tests en vigueur. Donc, cette première partie traite de la formalisation par la conformité légale. Et dans cette première partie, vous aurez pu constater dans ce guide ceux qui sont habilités à solliciter une autorisation d'exploitation artisanale ou semi-industrielle. On va plus loin encore parce que dans cette activité, il y a ceux qui achètent, ceux qui revendent. Il y a également aussi ceux qui font la demande des agréments. D'accord. Donc, cette première partie met un peu l'accent sur ces différents points. Encore pour le dire, au niveau de la société coopérative, puisque dans le cadre du projet, nous avons accompagné 2 sociétés coopératives à se formaliser légalement. Il y a également la procédure qui intervient dans ce guide pour simplifier, comme on le disait tantôt, la procédure. La seconde partie traite des normes internationales parce que une chose est de respecter les tests en vigueur, une autre chose est de respecter les normes internationales parce que il faut le dire, la Côte d'Ivoire a ratifié à la convention de Minamata sur le mercure qui interdit également dans l'activité minière artisanale l'accès ou bien l'utilisation au mercure. Mais dans notre code minier, il faut le dire également, au niveau artisanal, l'utilisation du mercure est également interdite. Au niveau semi-industriel, c'est sous autorisation. Donc, c'est important de préciser. De préciser cela. Avez-vous vent de ce guide? Oui, c'est toujours un outil d'aide à la formalisation, effectivement, comme je le disais tantôt. Et je pense que ça va nous aider beaucoup. Parce que comme il le disait, moi j'ai souvent cette habitude de dire aux opérateurs, surtout ceux qui sont encore dans l'informel qu'on essaie de formaliser, ils ont souvent peur, même comme il a dit tout à l'heure, nos bureaux sont pas cachés, mais
comme ils sont dans l'illégalité, ils ont souvent l'impression que quand ils arrivent dans nos bureaux, on va les menotter, on va les mettre à la disposition de la gendarmerie. Alors quand on a ces outils comme ça qu'on peut vulgariser, ça leur permet déjà à leur niveau d'avoir au moins le minimum de connaissances. D'accord. Avant de venir forcément devenir un autre. On a vu les impacts économiques. Je voulais maintenant qu'on aborde le volet social. Sur le plan social, comment la formalisation améliore-t-elle les conditions de travail, la sécurité, la protection des artisans miniers d'air? Bien, question très pertinente. Je pense que M. Chérif a donné déjà des réponses sur cette question. Au plan social, c'est comment l'impact social de l'activité formalisée, c'est ce que je disais tantôt, en termes de développement communautaire, en termes de réalisation d'infrastructures. Mais vous savez, c'est les jeunes même déjà des villages, on demande de faire le recrutement des jeunes qui sont dans ces villages-là. Donc au niveau social, on arrive quand même à créer de l'emploi pour les jeunes, mais aussi il a abordé un sujet qui est très important. Il a parlé de sécurisation. Donc, tout à fait. Les sites d'exploitation minière, on sait un peu tout ce qui gravite autour, en termes d'activités légales comme prohibées. Mais lorsque nous sommes dans la formalisation, l'administration des mines est tout le temps en train de faire le contrôle. Ça nous permet de prévenir beaucoup de choses et d'éviter tout ce qui est problème de sécurité, tout ce qui est consommation des drogues et autres. Donc, au niveau social, vraiment, la formalisation aussi permet de lutter contre ces fléaux-là qui peuvent à tout moment aussi fragiliser l'équilibre des villages. D'accord. Merci DR Sanogo. Monsieur Douin Richard, vous êtes le président de la coopérative Kaoka à Noisette de Pakwabo. Alors, avec vous, je voulais savoir, en tant que représentant du groupement d'artisans miniers, comment analysez-vous aujourd'hui la situation de l'exploitation minière artisanale EMAP? Comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un peu d'avancée. Les méthodes ont un peu changé. Et nous aussi, nous prions que les petites mines soient motorisées pour que ça nous arrange encore plus. Et aussi, allez-y. Beaucoup de choses ont changé. Voilà, parce que beaucoup de choses ont changé, je note ça. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a certaines pratiques que l'artisan ne peut plus faire. Donc du coup, on voit beaucoup d'avancées à ce niveau-là. À ce niveau. Ok. C'est vraiment bien noté. Merci pour la pertinence de vos réponses. Je reviens à M. Chérif Mambo. On a parlé du guide, le processus souvent perçu comme complexe ou administratif. En quoi ce guide simplifie-t-il un processus souvent perçu comme complexe ou administratif? La réponse que nous pouvons apporter à cette question, c'est que le processus, c'est que chaque étape est expliquée de manière claire et accessible. Les informations sont présentées de façon structurée, ce qui permet déjà aux artisans de mieux comprendre les démarches administratives dont nous avons évoquées tout à l'heure. C'est clair. Et de savoir à qui s'adresser pour avancer dans le processus. Donc, dans les différentes étapes, lorsque vous prenez le guide, vous savez que la demande débute à partir de l'administration minière. Vous savez à qui s'adresser, vous savez dans quel ministère vous allez vous rendre. Vous savez l'objectif final également de cette activité, de ce processus. Donc ça simplifie vraiment de façon pragmatique, de façon claire, tout ce qui est processus dit complexe. J'ai envie de savoir, M. Chérif, est-ce que vous avez déjà constaté des résultats concrets, tangibles, vérifiables sur le terrain grâce à l'utilisation de ce guide par les coopératives? Oui, effectivement, parce que dans le cas du projet, il faut dire que, en plus de la formalisation, nous accompagnons les artisans miniers, nous sensibilisons, nous formons les artisans miniers. Et lors de nos différentes interventions sur le terrain, on a pu constater effectivement que les avantages de la formalisation sont encouragés, les coopératives comprennent mieux, et même il y a des questions qui reviennent. Il faut toujours aller à la sensibilisation. Il faut toujours former. Parce que sur un site minier, je prends un exemple. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2026. Un opérateur peut avoir recruté des artisans miniers sur son site. Et le 20, ces personnes peuvent ne plus être là. Et on a accès souvent à de nouvelles personnes. Ces personnes doivent poursuivre la formation, la sensibilisation. Donc, c'est un processus continu.
Vous êtes vraiment en avance sur le temps. Nous sommes aujourd'hui le 11 mars, mais c'est pas bien grave. C'est tout ça le guide, la lecture du guide fait que souvent on anticipe sur les dates. Monsieur Sanogo Suleiman, je voulais savoir avec vous, est-ce que la formation favorise une meilleure gouvernance locale, une réduction des conflits liés à l'orpaillage clandestin? Si c'est oui, comment? Oui, la réponse est bien connue. La réponse est oui. Parce que comme je disais tout à l'heure, ce qui favorisait les conflits, c'est le manque de transparence, surtout dans le partage des richesses produites. C'est ça. Voilà, donc le manque de transparence dans le partage des richesses et même aussi la non prise en compte des impacts sur l'environnement. C'est ça qui envoyait les conflits. On dit, il y a un opérateur qui vient là et qui commence à traiter l'or et puis il a détruit mon champ de riz, il n'a pas payé. Alors que la formalisation, comme il a dit tantôt, vous allez voir quand vous prenez le code minier, son article 127, qui clarifie comment il faut indemniser celui qui a son champ qui va être détruit, comment il faut indemniser celui qui a sa terre. Quand vous prenez les articles 140 à 143, ils vous disent comment il faut travailler avec l'environnement de sorte qu'après l'exploitation minière, la vie continue. Quand vous prenez les articles 113 à 116, ils vous disent quelles sont les zones qu'il ne faut pas toucher. Mais en plus de ça, on vous dit, vous devez avoir un protocole d'accord entre vous qui doit être certifié par l'autorité préfectorale. Du coup, avec la formalisation, chacun sait ce qu'il gagne à la fin. C'est clair. Donc, ça évite tous ces conflits qu'on voyait avant. Du coup, vous allez voir que toutes ces zones-là qui sont autour de Boisflé surtout, en termes d'exploitation minière légale, formalisée, non, les conflits ont vraiment baissé. On n'entend vraiment plus cette histoire de conflits. Donc, vraiment, on a beaucoup à y gagner. On a beaucoup à... D'accord. Voilà. Alors, du point de vue environnemental, en quoi la structuration coopérative facilite la chose? Oui, je suis très heureux parce qu'actuellement même, on a une mission environnementale sur les sites des MAP. Vous savez, les artisans miniers formalisés, ils ont des droits et puis ils ont des obligations, surtout sur l'environnement. Voilà, surtout sur l'environnement. Alors donc, aujourd'hui, nous sommes passés à ce qu'on appelle la réhabilitation progressive. On n'attend plus de finir 4 ans, 2 ans, et puis après l'activité, on te dit, bon, viens fermer le trou. Souvent, tu n'as plus d'or, bon, tu n'es plus intéressé par fermer les trous. Aujourd'hui, pendant l'exploitation, on te dit, quand tu as fini un puits, quand tu penses que ce puits-là, tu as fini, pendant que tu es en activité, pendant que tu as un peu d'argent, il faut le fermer. Et puis, l'État de Côte d'Ivoire, donc, à travers le ministère des Mines, à travers l'AN2, à travers le CIAPOL, qui sont toutes ces entités-là qui gravitent pour ne pas qu'il y ait des pollutions. À travers les eaux et forêts aussi, qui disent que quand tu as fini tel carré, nous, on va t'aider à mettre des arbres. De sorte que pendant qu'on est en train de progresser dans la production, on est en train aussi de réhabiliter l'environnement qu'on a dégradé. Donc, en termes d'environnement également, l'État est beaucoup regardant là-dessus. Voilà. Pour vous donner un exemple, avant, on finissait d'exploiter puis on cherchait les moyens pour réhabiliter. Mais aujourd'hui, dès que vous avez l'autorisation, 3 mois après, on vous demande de solliciter l'administration des mines pour faire le plan de réhabilitation et de fermeture PRF. Donc, en début du projet, on commence à établir votre plan de réhabilitation. Et ça, c'est suivi chaque mois. De sorte que quand vous finissez votre activité, des communautés qui vivaient de l'agriculture puissent continuer de vivre de leur agriculture. Waouh! Voilà, parlons de traçabilité et surtout de la lutte contre les circuits illicites. Comment la formalisation renforce-t-elle la traçabilité de l'or? Bien, tout à l'heure, quand je prenais la parole au début, j'ai dit qu'avec l'or, la recherche est soumise à autorisation. L'exploitation est soumise à autorisation. La vente est soumise à autorisation. Et même la détention est soumise à autorisation. Ah bon? Et je viens de dire tout à l'heure que ceux qui font l'activité formalisée, là, ils ont leurs obligations également. Donc, celui qui fait l'extraction de l'or, qui a son autorisation, il ne peut que vendre à quelqu'un qui a une autorisation d'achat ou un bureau d'achat. Du coup, ça nous permet de tracer l'or qui est quitté à Pakwabo. On sait à qui il a vendu. Ce gars-là, on sait à quel bureau il a vendu. De sorte que sur toute la chaîne, on puisse savoir ce temps qui est quitté à Pakwabo s'est retrouvé dans quel pays après. On connaît la valeur, on sait dans quelles conditions ça a été amené. Donc, voilà comment la formalisation aide vraiment à garantir la traçabilité de l'or. Les circuits illicites existent toujours? Oui, absolument. Les circuits illicites existent toujours. C'est pourquoi aussi on ne baisse pas les bras dans le cadre de la lutte contre le paillage illégal. Parce que les illégaux, d'une manière ou d'une autre, ils vendent leur or. Qui achète leur or? Donc ces circuits-là existent et c'est ça qui mine vraiment l'épanouissement aussi de ceux qui sont légaux. C'est pourquoi l'État aussi ne ménage aucun effort pour traquer ces circuits-là. D'accord. Mais Monsieur Chérif Mambo, selon vous, comment est-ce que le guide dont on parle tant, comment est-ce qu'il pourra aider les coopératives à mieux comprendre leurs obligations légales, fiscales et environnementales? Merci pour cette question. Le DER des mines
fait sortir un élément important. Quand tu as lorsque vous avez des obligations, vous avez des droits. Lorsque vous avez des droits, vous avez des obligations. C'est ça. Donc, dans ce guide, nous avons fait de sorte que ces coopératives que nous aidons à se formaliser puissent connaître les principes des coopératives qui régissent les coopératives. Également, les droits de ces coopératives sont mis en avant. Et également aussi, les obligations de ces coopératives sont également mises en avant. Alors, le document aborde-t-il également les avantages économiques de la formalisation, notamment l'accès au financement, au marché et aux équipes? Bien évidemment, puisque dans le cadre du projet, l'une de nos composantes s'adresse précisément à l'accès au financement des opérateurs miniers. Dans le cadre du projet, nous sommes entrés en contact avec plusieurs banques en vue de mettre en relation entre les artisans miniers et ces banques afin d'avoir des financements. D'accord. L'une des difficultés qui revient récurremment, qui revient à chaque fois, est que l'artisan minier, comment la banque peut s'assurer que cet artisan minier est rentable? Et c'est là que la question de la prospection, la question de la recherche intervient au niveau artisanal. Wow. Parce que le DER des mines est à côté. On sait qu'au niveau artisanal, c'est difficile de prédire que ce site peut fournir telle quantité de grammes. Or, les banques ont besoin de cette information pour pouvoir garantir vraiment l'accès au financement. Donc, dans le cadre de ce projet, en plus de ces études, nous avons mis en place des systèmes comme les AVEC que nous voyons un peu au niveau des communautés pour permettre aux artisans miniers, vraiment entre eux, d'aller vers un financement qui peut être profitable et durable en ce sens. On pourra dire que le projet Planète Code est bienvenu en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Parce que ce qu'il faut dire encore, l'une des composantes dont je viens de citer, il y en a encore 3 autres. La première composante qui est la formalisation dont on en parle aujourd'hui. Il y a la seconde composante qui est l'accès au financement dont j'en parlais tout à l'heure. Le troisième, c'est les technologies. D'accord. Parce que il faut le dire et je le souligne également, l'exploitation minière qui est faite aujourd'hui au XXIe siècle est différente de l'exploitation minière qui était faite auparavant. D'accord. Et aujourd'hui, c'est difficile d'aller sur un site artisanal, sachant bien que le code minier nous dit la profondeur d'un site artisanal est de 15 mètres. Et avec quels moyens rudimentaires? Rudimentaires parce que le code minier définit l'exploitation minière artisanale ainsi. Utiliser des moyens rudimentaires. Et pour une profondeur de 15 mètres, c'est difficile. Je reste encore sur ma faim pour dire avec quels moyens rudimentaires nous pouvons atteindre cette distance. Cette distance. Donc aujourd'hui, on s'est dit que dans le cadre du projet, avec vraiment l'accord du gouvernement, pour parler que le projet est en train de miner, voir dans quelle mesure on peut accompagner les artisans miniers, au moins mettre en place une technique peu mécanisée dans le cadre de l'exploitation, afin qu'il soit rentable. Donc voici un peu ce que je voulais dire. D'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier pour votre présence dans ce studio. Je connais votre programme très alléchant, mais il me reste encore 1 ou 2 questions à vous poser avant de lancer votre message. Peut-on considérer la formation de l'EMAP comme un levier de développement territorial et national? Quelle est votre vision pour les prochaines années? Bien, je pense que c'est à vous le merci de nous donner l'opportunité de nous adresser aux communautés. Et encore, on va réitérer nos remerciements au projet Planète Gold. C'est ça. Oui, la vision, c'est, vous savez, c'est avec les chiffres parlent. Hein. Aujourd'hui, en termes d'EMAP formalisés, nous avons déjà 6 autorisations artisanales. Nous avons une 20aine d'autorisations semi-industrielles. Mais le plus intéressant, c'est que nous avons une 50aine de demandes d'autorisation. Ça veut dire que les gens ont compris. Parce que nous sommes passés aussi par la sensibilisation, comme on le peut, mais aussi la répression. Parce que l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui a compris que l'orpaillage illégal, c'est dangereux pour l'environnement, c'est vraiment un phénomène. Donc si nous ne nous attaquons pas aujourd'hui, nos communautés seront obligées de se déplacer. Donc, à côté de la sensibilisation, il y a la répression. Mais les gens ont commencé à comprendre, en fait. Donc, de plus en plus, nous avons beaucoup de demandes. À tout le monde, nous avons une 50aine de demandes dans la chose. Et quand nous allons arriver à formaliser, c'est tout l'écosystème qui est autour qui va bien se porter. Tout à fait. Ce sont les forêts qui nous entourent qui vont bien se porter. C'est surtout l'eau. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Marawe aussi est ceinturée d'eau. Le fleuve, c'est Kossou, c'est Bandaman, c'est la Marawe, voilà. Donc, c'est tous ceux-là qui vont souffrir lorsqu'il n'y a pas de formalisation, puisque les gens utilisent des produits chimiques interdits. C'est clair. Alors donc déjà, la formalisation nous aide à régler les problèmes sur l'environnement,
La formalisation nous aide à déjà impacter positivement donc les communautés sur le plan socio-économique. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a une bonne visibilité sur le partage des ressources. Et puis après aussi, la formalisation va permettre aussi vraiment à l'État aussi de Côte d'Ivoire de rentrer aussi dans ces fonds et de savoir qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que nous gagnons. Voilà, donc c'est un peu ça. Parce qu'aujourd'hui, le secteur minier, il est en plein boom. C'est un dynamisme qui est vraiment très remarquable. On ne veut pas que l'exploitation minière artisanale soit toujours à la traîne. On veut tirer tout ce qui est ce secteur minier vers le haut. C'est ce que le ministre des Mines aujourd'hui il est en train de mettre en place. Voilà, donc aujourd'hui nous avons l'adoption d'une nouvelle politique, donc de la politique intégrée des ressources minières et extractives, PIM, et donc le ministre des Mines aujourd'hui veut que nous nous alignions sur cette politique-là. Donc voilà ce que nous pouvons dire. Voici la vision. D'accord. Merci à la direction des programmes qui apprécie tellement ce temps d'antenne qu'on nous accorde encore 5 minutes supplémentaires. Vous allez lancer votre message dans un instant, mais je vais transiter par M. Chérif et aller vers M. Douin Richard. Quel message concret souhaitez-vous adresser aux artisans miniers qui hésitent encore à s'engager dans le processus de formalisation? Déjà, merci au nom du projet Planet Gold à la radio de la voix de la Marawe par son brillant Monsieur Aziz. Ah bon? Oui. Brillant. Continuez. Donc, mon message va s'adresser à plusieurs catégories de personnes. C'est ça. Je tiens à dire que ce projet est soutenu par l'État de Côte d'Ivoire. C'est clair. Et donc, mon premier message va s'adresser aux artisans miniers qui bénéficient de ce projet. Le projet a une durée de vie. D'accord. Et après ce projet, il faut que les artisans miniers qui bénéficient de ce projet puissent continuer dans cette lancée. Parce que la formalisation, c'est un processus. Comme on le dit, c'est un processus. Donc, il faut que les artisans miniers qui bénéficient de ce projet puissent continuer après ce projet dans cette même lancée. Mon second message va s'adresser à tous les artisans miniers qui n'ont pas malheureusement pu bénéficier de ce projet parce que c'était une phase expérimentale et nous croyons que c'est un projet qui aura d'autres sources de financement. Donc ces personnes qui se rapprochent du ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie afin d'avoir encore plus d'informations. Et le dernier message s'adresse au ministère des Mines, à travers lui le ministère et l'État de Côte d'Ivoire. Le projet a une durée de vie, comme je le disais tantôt. Nous exhortons nos autorités, après ce projet, à continuer dans cette lancée. C'est clair. Parce que c'est un projet qui vise à éliminer l'utilisation du mercure dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or. Chose qui est commune et chose dont le ministère en parle. C'est une lutte, c'est une bataille pour le ministère. Donc nous exhortons vraiment nos autorités à s'accaparer à la suite de ce projet et faire perdurer et poursuivre encore toujours dans ce mécanisme. Merci à M. Chérif Mambou pour votre présence et votre contribution acceptable, remarquable au cours de ce temps d'antenne, cette table ronde que nous avons bien voulu organiser. Le président de la coopérative Kaoka à Noisette de Pakwabo est dans ce studio. Votre message. Nous disons aussi merci à la radio Marawe, à la direction des mines qui nous accompagne tous les jours, au projet Planet Gold qui est en train de faire beaucoup de choses ici en Côte d'Ivoire, et vraiment aussi à tous nos jeunes frères qui sont encore résistants quand même d'essayer de nous voir, même s'ils ne peuvent pas aller directement à la direction. Nous, en tant que frères ivoiriens, on peut aussi donner certaines directives pour qu'ils puissent prendre le courage d'aller à la direction pour s'imprégner des nouvelles. Et c'est facile, il n'y a rien quand tu vas volontairement. C'est quand on te surprend en train de faire l'orpaillage que ça illégal, que ça devient problème. C'est ça. Sinon, quand tu vas te formaliser, mais te mettre à jour, il n'y a pas de problème. L'administration est là. C'est ça. D'ici, comme on disait le frère, d'ici 2 à 3 ans plus tard, on va constater que maintenant, beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire ont leur autorisation parce que les petites mines ne sont pas négligées.
Voilà, ça arrange beaucoup de jeunes ici en Côte d'Ivoire, surtout dans la Marawi. Donc c'est un truc à prendre au sérieux. C'est ça. Et en tout cas, je vous dis merci et continuez comme ça parce que après nous, et d'autres aussi vont venir plus tard. Et ça va continuer toujours comme ça aussi. Merci beaucoup. Monsieur Douin Richard, vous êtes un véritable modèle parce que vous respectez les normes édictées par le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. On sera très ravis au niveau de la radio de vous avoir pour d'autres émissions afin de continuer la sensibilisation. Le projet Planète Gold fait de son mieux, mais nous appartient nous également d'épouser cette vision-là afin de continuer la sensibilisation, afin de sortir de l'informel pour pouvoir jouir de la plénitude de notre boulot. En tout cas, merci à vous d'être venu. À vous, merci. Je vous en prie. Monsieur le D, Monsieur Sanogo Suleiman, c'est avec vous que je vais terminer, mais je voulais adresser mes remerciements au responsable du projet Planète Gold Côte d'Ivoire, qui est financé par le Fonds pour l'environnement mondial, mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour l'environnement sous la supervision du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique en Côte d'Ivoire. Et c'est exécuté par les ONG Centre africain pour la santé environnementale et Impact. L'objectif est simple, réduire, voire éliminer l'utilisation du mercure dans les maps. Monsieur le DR, à la faveur d'une formation avec, grâce à Planète Gold et ses partenaires, nous avons visité une mine quelque part vers Toumoudi et je vous assure, nous on a vu des gens utiliser le mercure. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau? D'accord. Pourquoi, malgré l'interdiction, certains, surtout ceux qui sont dans leur pays illégal, continuent de l'utiliser? Parce qu'il y a un impact sur la santé des populations. Ouais, bon, désolé pour le thème, mais c'est vraiment l'ignorance. C'est vraiment l'ignorance parce que avec le mercure, non seulement vous dépensez beaucoup d'argent, vous exposez votre santé et puis vous ne récupérez pas assez d'or. Aujourd'hui, on a des techniques très simples pour récupérer beaucoup plus d'or sans le mercure et puis ne pas exposer sa santé. Le mercure, c'est un métal lourd, c'est très toxique, c'est dangereux, ça tue. Donc, c'est vraiment l'ignorance. C'est vraiment l'ignorance. Mais malheureusement aussi, tel que la politique gouvernementale, nous, on ne peut pas aller encadrer les illégaux. Les illégaux, on doit les déguerpir, voilà. Donc, ceux qui sont formalisés, c'est eux qui ont tout cet encadrement-là. Et puis, voilà. Donc, aujourd'hui, la technologie évolue. On peut faire sans mercure. D'ailleurs, je voulais vraiment vous dire merci dans cette période ramadanesque, vous avoir en studio. C'est pas facile, je connais votre volume d'activité, vous supervisez beaucoup de choses, mais quand Planète Gold ordonne, nous on exécute parce que c'est nos partenaires que je voulais avoir la fin de vos mots. Bien, des mots de remerciement et de sensibilisation chaque fois que nous on a l'opportunité. Donc, remerciement à l'endroit de la radio Marawi et surtout de nos partenaires Planète Gold. Félicitations à M. Douin. Nous espérons que vous allez pouvoir tenir dans ce cap. Et sensibilisation à l'endroit de nos populations. Voilà. Aujourd'hui, on a beau aller dans la formalisation, souvent c'est contre même les opérateurs formalisés que la population se dresse. Elles sont beaucoup plus attachées aux illégaux parce qu'elles estiment qu'avec eux, c'est des gains rapides. Donc, nous, on veut vraiment les sensibiliser. On leur dit qu'avec l'appareil légal, on a plus à gagner et on est dans la durabilité. Voilà, vraiment pour encourager aussi nos opérateurs légaux à beaucoup plus investir dans le développement communautaire de sorte à avoir la licence sociale. Pour qu'avec les communautés, il y ait une très bonne symbiose et que ces communautés-là, elles puissent les aider à faire barrage à l'orpaillage légal. Donc c'est sur ces mots vraiment que je voulais m'arrêter. Waouh, j'étais très ravi de conduire ce temps d'antenne. Monsieur Douin Richard, président de la coopérative Kaoka Anoisé de Pakwabo. Monsieur Chérif Mambo, assistant au projet chargé de la formalisation suivi de la formation. Et puis le DR Sanogo Suleiman, sans oublier les responsables de Planète Gold. Très cher monsieur Niaoré et sa collaboratrice. J'aurai son nom à la fin de l'émission. Beina Marcel s'est occupé de la mise en onde de cette émission. Le tigre de la Marawi a eu tout le plaisir. Adoptons les bonnes pratiques édictées par les responsables miniers. Mesdames et messieurs, c'est très important pour la survie de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire a besoin de préserver tous ses acquis. Aziz de Falaga vous souhaite une bonne suite de programme. Portez-vous bien. Shalom. Tu travailles sur un site minier, artisanal et semi-industriel, tu utilises encore du mercure pour extraire l'or. Sais-tu que le mercure est un produit toxique qui peut te rendre malade, nuire à la santé de tes enfants et de ta famille? Le mercure affecte aussi les produits du champ que tu consommes, l'eau que tu bois, même l'air que tu respires. Aujourd'hui, avec le projet Planète Gold de Côte d'Ivoire, il existe des méthodes plus sûres, plus propres et plus rentables pour extraire l'or sans mercure. Pour protéger ta santé, celle de ta famille et de ta communauté, arrête d'utiliser le mercure. Pour plus d'informations, rends-toi
envoie à ta sous-préfecture. Ensemble, faisons du mercure une histoire. Le projet Planet Gold est financé par le Fonds pour l'environnement mondial, mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et exécuté par les ONG Impact et CASE sous l'orientation du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.